Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce second volet d'échange dédié à la transition économique en partenariat avec le Grand Avignon. Je suis Julien Deséchos, le directeur de publication du magazine Sans Transition, la revue engagée du local au global. En septembre dernier, notre média avait invité Rob Hopkins, le fondateur du mouvement mondial des villes en transition, devant une centaine d'entrepreneurs du territoire à Vedène. C'était à l'occasion du lancement du plan de relance du Grand Avignon. Rob Hopkins avait d'ailleurs à cette occasion parrainé la monnaie locale du territoire, la roue. Ce second temps d'échange vise désormais à co-construire avec vous la transition économique du Grand Avignon. Avant de vous présenter le sommaire de ce webinaire, tout d'abord un mot d'accueil de Monsieur Joël Guin, président du Grand Avignon. C'est à vous, Monsieur le Président. Parfait. Bonjour, Monsieur Deséchos. Permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue donc à toutes et tous et de vous remercier de votre présence. Donc, oui, je souhaite remercier Monsieur Deséchos parce que son travail aujourd'hui, qui accompagne aussi Monsieur Emmanuel Druon, qui va prendre la parole dans quelques instants, nous intéresse très fortement. Ainsi, M. Emmanuel Druon va partager son expérience à la tête de la société Pécheco et le concept d'économie qu'il a créé et mis en œuvre dans son entreprise. Il s'agit d'un exemple pour nous très inspirant, nous, Grand Avignon, et qui porte cette ambition volontariste et concrète de concilier sur notre territoire l'environnement et aussi le développement économique. Au cœur des préoccupations de tous les acteurs publics, l'environnement est pour moi la priorité qui doit irriguer nos politiques et bien sûr nos actions en matière de développement économique. En partant de sa propre expérience, Emmanuel Druon va nous donner des exemples de ce qu'il est possible de faire pour produire en se préoccupant davantage des conséquences de nos actions sur l'environnement. Et c'est précisément, moi, ce qui m'intéresse et ce qui intéresse les élus du Grand Avignon. À travers ce cycle de conférences qui a débuté en septembre, comme vous le précisiez, M. Deséchos, avec la réception de Rob Hopkins à la salle de l'autre scène à Vedène, notre objectif aujourd'hui est d'échanger avec vous et avec vous aussi, vous donner des outils pour agir. Et c'est ainsi, en fin de compte, de vous proposer de construire avec vous l'économie avignonnaise de demain, une économie plus soutenable, plus sobre, une économie, je dirais, plus enracinée et moins destructrice de nos ressources. Je souhaite en effet que ces conférences et vos prochains échanges avec le personnel du Grand Avignon puissent, dans cet esprit, nourrir notre stratégie de développement économique pour la prochaine décennie. Et je peux vous dire que j'y serai très attentif tout au long de ce mandat. Merci en tout cas de m'avoir donné la parole et bonne matinée à tous au cours de ces échanges. Merci. Merci, Monsieur le Président. Place au sommaire de ce webinaire. Alors, cette rencontre va se dérouler en 3 parties. Un rapide bilan de la conférence avec Rob Hopkins en septembre dernier afin de connaître vos réactions. Qu'en avez-vous retenu? Était-ce inspirant? Quels points précis vous avez pu peut-être aussi partager au sein de vos entreprises? Suivra ensuite le témoignage de Monsieur Emmanuel Druon, auteur chez Actes Sud du livre Écolonomie ou comment entreprendre sans détruire. Entreprendre sans détruire, ça c'est vraiment un point clé. Monsieur Druon dirige l'entreprise Pécheco basée près de Lille. Il nous racontera notamment comment et pourquoi lui et son équipe ont réussi à insuffler une véritable transformation écologique au sein de sa fabrique d'enveloppes. Vous pourrez ensuite lui poser vos questions pour profiter, bien entendu, de ce retour d'expérience inspirant. Dernier temps fort de notre échange matinal, la rencontre participative pour connaître vos idées afin de co-construire cette économie de demain, cette économie de la transition. Et maintenant, c'est parti, place aux images pour nous remémorer cet événement de septembre dernier, un plongeon avec Rob Hopkins. À tout de suite pour vos réactions. La question centrale, c'est l'environnement. Il faut aujourd'hui apprendre à conjuguer l'économie avec le respect de l'environnement. Le Grand Avignon entend accorder aux entreprises de l'économie circulaire, sociale et solidaire une vraie valeur stratégique. Actuellement, en matière d'économie sociale et solidaire, il faut que nous soyons un acteur important. Acheter local, acheter dans les commerces de proximité est un enjeu
que nous défendons et que le Grand Avignon défend. Souvent, on nous dit « moi, je consomme déjà local ». Alors, à quoi ça sert une monnaie locale? Payer en roue, ses courses, ses fournisseurs, ses prestataires de services, une partie des salaires, ça change tout. L'objectif de ce temps dédié aux professionnels, c'est bien de faire émerger des idées, des solutions, de créer la transition sur le territoire. We are living in the time of the climate and ecological emergency. Nous vivons une crise écologique, climatique. 200 espèces disparaissent chaque jour. Sur les 8 millions d'espèces que compte la planète, 1 million sont en voie d'extinction. We need to be building community resilience. Première mission, première fonction, le renforcement de la résilience. Je pense qu'il faut construire des économies qui vont permettre de faire face à des crises comme celle du Covid ou le changement climatique. What we look for in transition is a kind of microcircular. Moi, ce dont je voudrais parler, c'est la nécessité d'une économie même micro-circulaire, où à chaque fois, on fait circuler l'argent autant de fois que faire se peut pour remplir diverses fonctions. Et c'est pour cela que je salue vraiment l'initiative de la monnaie locale, la roue, qui permet de circuler et de s'ancrer sur un territoire. Je crois que la crise sanitaire de la Covid nous a donné peut-être ce qui est notre dernière occasion de changer profondément la manière de faire. Les entreprises ne devraient pas être là uniquement pour engendrer des bénéfices ou des dividendes, elles ont un rôle sociétal, social à jouer. Et dans la mesure du possible, les entreprises devraient s'ancrer donc sur un territoire et faire en sorte de travailler le plus possible en circuit court. Comme l'a dit Naomi Klein, aujourd'hui, il n'y a plus de solution non radicale à notre disposition. So, I am going to talk to you tonight about imagination. Place à vos réactions désormais. Parmi les participants ce matin, nous avons notamment Armelle Chattard, co-gérante de la Biocoop du Thor, près d'Avignon, qui a participé avec nous en septembre dernier. Bonjour Armelle. Bonjour. Alors, qu'en as-tu retenu? Qu'est-ce que ça a été inspirant pour toi? Quel retour finalement de cet échange en septembre avec Rob? Nous, on était très heureux de participer à cet événement de Rob Hopkins avec les autres magasins Biocoop du Vaucluse. Pour nous, c'est un personnage qui est très inspirant. Il est positif, il a des valeurs de l'écologie qui sont militantes et qui nous portent à l'action. Nous, on incite nos clients à consommer local. On les a invités à venir à la conférence via une tombola. Le retour des clients qui ont pu y participer a été positif et on espère pouvoir continuer d'insuffler des idées sur le territoire. Est-ce qu'il y a un point particulier qui t'a interpellé lors de cet échange? Moi, la première chose qui me vient à l'idée comme ça, c'est son histoire des petits pas. Voilà, il ne faut pas hésiter à commencer un petit pas et ça en entraîne d'autres et voilà. Des petits pas et des grands pas. Voilà. Merci beaucoup Armelle Chattard. On va donner désormais la parole à un autre acteur économique, une autre entrepreneuse du territoire, Odile Devise de l'agence Devisocom, qui est près d'Avignon aussi. Bonjour Odile. Bonjour. Bonjour. Alors, ton retour. Alors, mon retour, moi, j'ai beaucoup apprécié cette journée et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est toute l'illustration qu'il pouvait y avoir autour de son propos parce que des discours très moralisateurs, on en a souvent, mais son approche concrète avec les exemples et ses actions qu'il porte lui-même au sein de sa communauté, de son village,
ça nous a vraiment inspirés et ça a amené beaucoup de questionnements. Et je suis heureuse qu'il y ait cette réunion ce matin parce qu'en effet, on se le répète souvent, on se dit « et alors qu'est-ce qu'on fait ?» On lit, on se documente, mais on n'a pas encore franchi ces fameux petits pas dont parlait Armelle. Bon, ça part de là donc. Et un point peut-être marquant de l'échange avec Rob Hopkins, un point que tu as particulièrement aimé Moi, c'est ce que je viens de dire, c'est vraiment son exemple concret de son action au sein de son village avec toute l'organisation qu'il a et toute la réflexion qu'il a menée pour l'autofinancement, pour comment, à partir d'une petite entreprise, on peut faire vivre toute une communauté. C'est vraiment ça. La notion de communauté, donc. Merci beaucoup, Odile, pour ce retour d'expérience. On a aussi Philippe Carle de l'entreprise Isovation qui était avec nous en septembre. Bonjour Philippe. Bonjour tout le monde. Alors, vous vous étiez exprimé en septembre dernier déjà, et qu'est-ce que vous en avez pensé de cet échange? Qu'est-ce que vous avez retenu pour justement nous faire peut-être réagir aussi? Exactement ce qui vient d'être dit, l'expérience pas à pas. C'est vrai que le chantier est énorme et qu'il faut relever le défi. Et je pense qu'effectivement, cette crise que nous sommes en train de vivre, elle fait qu'on doit tout revoir. Et le retour sur la communauté, tout son exemple qu'il a pu mettre en place dans son village, c'est vrai que c'est admirable. Mais c'est surtout de ne pas baisser les bras face au travail qui est à faire et partir du principe que le travail, c'est inévitable. De toute façon, on ne peut pas fonctionner autrement, on ne peut pas passer par autre chose. Voilà. La persévérance, donc, ça c'est une valeur qui vous a interpellé dans le propos de Rob Hopkins. Tout à fait. Et au sein de votre entreprise, vous êtes déjà dans une logique de transition, mais ça vous a permis peut-être d'aller encore plus loin, ça vous a peut-être donné cette énergie aussi? Absolument. Sur l'entreprise, on travaille sur l'utilisation de matériaux toujours plus responsables, dans une dynamique également toujours plus responsable, avec des matériaux, donc, comme je le disais, issus de la biomasse, utiliser des ressources qui sont des déchets sur le territoire, comme la paille de riz avec tous les riziculteurs que nous avons sur la Camargue, mais également le chanvre, puisque nous sommes dans l'emballage isotherme. Et en plus de toute cette innovation qu'on apporte sur le matériau, c'est aussi de l'innovation que nous apportons sur le modèle économique, puisqu'aujourd'hui, Isovation a pris une trajectoire vers ce que l'on appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et on prône ce modèle économique qui met en avant une dynamique servicielle permettant de ne plus baser la progression d'une entreprise sur des simples notions de volume et de la vente d'un bien, mais beaucoup plus sur tout ce qui appartient à la performance de l'usage. Donc voilà, c'est ce modèle-là que nous mettons en avant, qui aujourd'hui intéresse beaucoup de chefs d'entreprise, c'est voir l'entreprise différemment. On n'est pas soumis, comme je le disais, à cette pression de volume pour faire croître l'entreprise, mais davantage mettre en place tout ce qui est l'usage et la performance de l'usage. Merci beaucoup Philippe Carle. Je crois justement qu'Emmanuel Druon partage tout ou partie de ce que vous venez de dire. Merci à toutes et à tous pour ces réactions suite à la venue de Rob Hopkins. C'est d'ailleurs lui qui a préfacé le livre d'Emmanuel Druon, Économie, puis Économie 2, dans lequel nous explorons cette économie de la transition. Alors, avant de laisser la parole à Monsieur Druon, voici une courte vidéo qui vous en dira un tout petit peu plus sur l'activité de l'entreprise Pocheco que nous allons explorer ensemble, itinéraire d'un métier qui s'adapte face à l'enjeu écologique. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un produit qui va révolutionner votre manière d'échanger des informations. C'est un produit léger, puissant, élégant. Un produit que vous pouvez tenir d'une seule main, aux fonctionnalités simples et intuitives. Échanger des documents, dossiers, photos et vidéos en toute confidentialité sans que le poids ni le format de vos données ne soient un frein n'a jamais été aussi simple. Sans aucune connexion à aucun réseau, sans risque de virus ni de panne. Nous appelons ce produit Enveloppe. Pour celui qui l'utilise, uploader des documents et les verrouiller deviennent un jeu d'enfant. Un simple test optique permet de valider l'intégrité des données avant de les sceller, littéralement, grâce au dispositif fermeture qui sécurise les données, ne les rendant visibles qu'au destinataire. La confidentialité du transfert de données par enveloppe est assurée grâce à l'opacité naturelle de la couche de cellulose et de carbone constituant sa surface. Le nom de ce matériau innovant ? Papier.
Pour le destinataire, l'information devient accessible grâce à un système de détection optique personnel qui lui permet de s'identifier. Plus besoin de mot de passe ni de code d'accès. Ce dispositif intuitif est possible grâce à l'écran translucide. Vous offrant une vue imprenable sur le futur, nous l'avons appelé « fenêtre ». Et l'échange de gros fichiers, de formats insolites, de réalisation en 3 dimensions deviennent possibles grâce à la capacité modulable de cette technologie capable de contenir des gigaoctets d'informations. Mais Enveloppe ne doit pas sa puissance à sa taille. Portable et compacte, vous pourrez la glisser dans votre poche. Pesant seulement quelques grammes, Enveloppe est pourtant résistante. Faites-la tomber, marchez dessus. Vous verrez, vous ne la briserez pas. Sans batterie, sans accessoires et sans fil, Enveloppe jouit d'une autonomie allant jusqu'à plusieurs années. Nous avons une application agréée pour la récupération et la revalorisation de ses composants, malgré son obsolescence déprogrammée. D'un simple geste, vous pouvez déplacer Enveloppe à Corbeil. Enveloppe est 100% recyclable et ne contient aucun produit nocif. Rejoignez les millions de personnes déjà converties à Enveloppe, qui travaillent, s'amusent et vivent autrement. Bienvenue dans l'ère d'Enveloppe. Bienvenue dans l'avenir. Emmanuel Druon, bonjour. Bonjour Julien. Merci vivement d'être avec nous ce matin entre 2 formations dans vos locaux. Très belle vidéo de l'un de vos salariés qui nous raconte à merveille l'avenir de l'enveloppe peut-être. Alors déjà, je vous propose dans un premier temps de nous raconter l'activité de Pocheco, qu'on comprenne tous qu'est-ce qui se cache derrière ces enveloppes. Oui, mais merci de me donner la parole et merci de me recevoir. Je remercie aussi le président, Monsieur Guin, pour son introduction tout à l'heure. Pocheco et Mehdi, que vous venez de voir, qui fait partie des 63 personnes de l'équipe de Pocheco, oui, avec le temps, on a acquis la conviction que le low-tech est au moins aussi intéressant, si pas beaucoup plus intéressant que le high-tech. Et en tout cas, du point de vue du rapport à l'environnement, il nous apparaît que le low-tech doit être étudié de très près. L'enveloppe, c'est d'abord du papier. Et il y a 25 ans qu'avec mes collègues, on travaille pour essayer d'entreprendre sans détruire. En fait, on a comme feuille de route les rapports du groupement intergouvernemental des études sur le climat, le GIEC, et ça nous donne une feuille de route. Ça nous dit que l'industrie du XXIe siècle est une industrie qui doit rapidement, massivement, efficacement adapter l'ensemble de ses méthodes à la situation sociétale, écologique et climatique. Alors dit comme ça paraît tomber de nulle part. Sauf que nous sommes une petite entreprise industrielle du nord de la France, confrontée justement à la survenue du numérique qui remplace progressivement notre métier, qui est la fabrication d'enveloppes pour un traitement de gestion. Dans nos enveloppes, les banques, les compagnies d'assurance envoyaient des millions de relevés de situation et de relevés de compte. Et nous, on fabriquait jusqu'à 2 milliards d'enveloppes par an. Alors, on a quand même un savoir-faire qui est là. Et depuis 25 ans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de tout changer, en fait, dans l'usine. On a été chercher un papier où à chaque fois qu'un arbre est coupé, 10 sont replantés dans le respect de la biodiversité des espèces. On a été chercher un papier pour lequel on a fait un travail pour que la recette ne contienne pas de produits toxiques, de façon à ce qu'ensuite, quand on associe différents produits, par exemple les encres chez nous, sont des encres à base d'eau, de pigments naturels et sans métaux lourds. On a modifié en fait les anciennes formules qui étaient toxiques contre des formules non toxiques. Les colles chez nous sont des colles végétales. Il n'y a pas de résidus de peau de lapin ou de squelette de poisson. Il n'y a pas non plus de polymères plastiques. Donc nos produits sont devenus, avec le travail, zéro plastique. Et du coup, notre usine est devenue zéro déchet. Elle est aussi autosuffisante en ressources d'énergie. On produit l'électricité sur la toiture
nous-mêmes avec des panneaux qui ont été fabriqués en Allemagne, pas en Chine. On est déconnecté du réseau électronucléaire. On a la récupération d'eau de pluie sur des toitures végétales qui permettent d'une part de bien s'isoler, mais d'autre part de récupérer l'eau pour pouvoir ensuite nettoyer nos machines avec du savon de Marseille et de l'eau de pluie, puisque nos encres sont à base d'eau, de pigments naturels et sans métaux lourds. Et puis, comme vous pouvez le voir sur ce schéma aquarellé, il y a l'idée de rendre la perméabilité du sol à 85%, c'était 5% il y a 25 ans quand j'ai pris mes fonctions, c'est 85% aujourd'hui. Il y a l'idée de doubler la surface du site industriel par une surface en agroforesterie et permaculture pour pouvoir produire localement et développer la diversification des activités. Parce que, de fait, on est confronté à un effondrement chez Pocheco, l'effondrement du marché de l'enveloppe. Et donc, il nous faut nous réinventer. Emmanuel, Emmanuel, ça a été le déclic, vraiment, ce constat d'être face à un effondrement de son métier. C'est à ce moment-là que vous avez imaginé la transformation de Pocheco en réaction. Oui, Julien, c'est des choses qui se construisent. Je ne peux pas dire qu'un jour, on s'est réveillé et on s'est dit on va transformer Pocheco. C'est des choses qui surviennent avec le temps, progressivement, et dont je peux dire que d'ailleurs, on n'a pas des certitudes. On essaye de se forger des convictions. Alors, une conviction forte, c'est que mes 63 collègues attendent de l'équipe qu'on trouve des solutions pour avoir quand même du travail, même si demain, il y avait moins d'enveloppes à fabriquer. Or, aujourd'hui, il y a moins d'enveloppes à fabriquer. Notre métier en effondrement, finalement, on s'aperçoit que on cherche et on trouve des options, des solutions nouvelles, et on arrive en fait à créer des nouvelles activités. Alors, on fabrique maintenant des sachets zéro déchet. On a aussi développé un bureau d'études en s'inspirant de ce qu'on avait fait sur nous-mêmes pour pouvoir accompagner d'autres entreprises qui s'engagent dans cette démarche-là. Mais ce qui est important, c'est que on s'est aperçu à quel point, en fait, on était dans le monde, dans la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, face à l'effondrement, alors nous, à toute petite échelle, notre petite entreprise, c'est une toute petite échelle, on en a bien conscience, on ne changera pas le monde à nous tout seuls. Mais en s'entourant des villes en transition de Rob Hopkins, en s'entourant de toutes les démarches initiées par les gens comme Pierre Rabhi ou Cyril Dion, jeudi, on fait un webinaire avec Hubert Reeves, on travaille avec l'ensemble des associations qui nous aident en fait à modifier sur nous-mêmes et par nous-mêmes l'activité. Et au lieu de s'effondrer complètement, en fait, on a découvert une méthode. Alors, avant de parler de la méthode Pocheco, je voudrais juste qu'on explore un tout petit peu le point de cette intelligence collective que vous évoquez. On voit que vous travaillez énormément en équipe, on voit que l'écosystème est très important, il y a une notion de confiance avec les partenaires. C'est cette énergie collective là qui vous a aussi peut-être forcément aidé dans cette transformation créatrice. Oui, ça nous a sauvés. C'est la solidarité collective. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute que sans les échanges permanents entre les collègues, rien ne serait arrivé. Si vous voulez, au fur et à mesure qu'on a avancé dans cette économie, cette manière de produire sans détruire, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait plein de choses dont on n'avait pas besoin en fait, dans le modèle économique classique. On n'a pas besoin d'une hiérarchie épaisse quand on est 63. On arrive à décider plus vite s'il n'y a qu'une seule couche. On n'a pas besoin et on n'a pas les moyens d'avoir des salaires très distants les uns des autres. Chez nous, l'écart est de 1 à 4. 1, c'est le SMIC et 4, c'est 4 fois le SMIC. Et moi, je suis au SMIC. Depuis qu'il y a eu un incendie il y a 10 ans chez Pocheco, j'ai considéré que je ne pouvais pas demander la modération salariale à mes collègues sans me l'appliquer à moi-même en priorité. Donc, en fait, on a une démarche qui est assez logique d'un capitalisme d'avant la prédation, pour le dire vite, et qui serait celui où on réinvestit tout ce qu'on gagne dans l'entreprise. Ça veut dire qu'on distribue jamais de dividendes. Parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas d'enrichir l'actionnaire. Le problème, c'est d'alimenter le modèle de l'entreprise pour accompagner la transition, pour financer la transition. Et en faisant cette technique, on s'est aperçu que
c'était juste et c'était efficace de donner la priorité à la préservation de la santé humaine. Dans notre métier, il y avait un enjeu de santé humaine. Hein, quand on utilisait des solvants complexes, c'était pas bon pour la santé. Eh bien, on a changé tout ça. Et puis ensuite, on s'est aperçu qu'en s'occupant de la santé humaine, en fait, ça avait aussi des effets sur l'écologie directe et indirecte, proche et pas proche. Par exemple, on a planté la bambousette phytorémédiation parce que comme il n'y avait plus de produits toxiques dans nos boues de fin de production, eh ben, on pouvait nettoyer nos eaux usées avec les bambous de phytorémédiation qu'on a plantés. C'est le haut à droite de l'image, à côté du petit bosquet d'arbres. Il y a une bambousette phytorémédiation qu'on a d'ailleurs trouvée chez des inventeurs de Miramas. Et ça marche très bien. Ça fait 15 ans maintenant qu'on nettoie toutes nos eaux usées, qu'on ne rejette plus non plus d'eau usée vers l'extérieur. Ça veut dire qu'on est devenu une entreprise autosuffisante, vous l'avez dit, Julien, à juste titre, avec un système de solidarité à proximité qui nous permet en fait d'établir des liens proches. Ça ne nous empêche pas de vendre des enveloppes jusqu'en Angleterre et parfois jusqu'en Suède, mais tout est choisi pour que dans le modèle de fonctionnement, on ne produise pas de déchets. Alors, on est zéro déchet, on est autosuffisant en ressources électriques, je l'ai dit tout à l'heure, ou en ressources hydriques industrielles, mais on est aussi zéro fossile, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pétrole, on est zéro plastique, puisque nos enveloppes, vous l'avez vu dans le film et la présentation de Mehdi tout à l'heure, eh bien nos enveloppes, nos fenêtres sont en papier et pas en plastique. Eh bien tout ça, c'est des enjeux qui permettent de préserver l'emploi et le savoir-faire dans un village, parce qu'on est dans un village, au bord d'un parc urbain, et de faire ce travail-là en essayant, si vous voulez, de se connecter à nous-mêmes en restant nous-mêmes. Donc, ça a des conséquences sur la relation au travail, ça a des conséquences sur la manière de produire et la manière de travailler. Et c'est tout cela la méthode. Excusez-moi, Emmanuel. C'est tout cela la méthode Pocheco, finalement. Oui, on peut dire ça, si vous voulez. C'est qu'on a démontré par les faits, dans notre petite activité, qu'il était en fait plus économique de travailler de façon écologique. C'est-à-dire qu'au lieu de délocaliser les productions pour sortir du système et aller travailler ailleurs, nous, on a choisi de rester sur place et de faire en sorte que chaque étape de production dans cette usine se fasse d'une manière qui réponde aux 3 critères. 1, il faut protéger la santé. 2, il faut protéger l'écologie. 3, il faut gagner de la productivité. Et en fait, l'économie de la transition, c'est une économie de la sobriété. En utilisant des produits moins toxiques, c'est moins difficile ensuite de gérer les déchets. Et notre produit devient assez naturellement parfaitement recyclable et très souvent complètement biodégradable. Alors, c'est une méthode que vous avez petit à petit même essaimée, je crois, dans d'autres territoires. Il y a plusieurs centaines d'entreprises aujourd'hui qui sont dans ce réseau de l'économie. Vous avez même des rencontres de l'économie en juin. On voit qu'il y a une dynamique de réseau qui s'installe et d'ailleurs on sera partenaire de ces rencontres. Voilà, on voit qu'il y a vraiment un mouvement. Donc ça part d'un petit pas et puis ça y est, ça devient un mouvement. Racontez-nous. Mais oui, c'est tout à fait ce que disait votre invitée de tout à l'heure. Elle signalait la politique des petits pas. Il n'y a pas d'autre solution. On peut changer le monde, mais on va le faire tous ensemble. C'est pas l'affaire d'un homme, d'un politique ou d'une responsabilité quelque part qui nous regarde de haut. C'est l'action du quotidien et nous avons pu multiplier ça. Alors, on a créé un bureau d'études qu'on a appelé Ouvert parce que on est très ouvert et puis parce que ça nous faisait marrer aussi de mettre sur le répondeur après 18 heures que Ouvert est fermé. Enfin bon, ça c'est un détail. Et on organise des rencontres de l'économie, vous l'avez dit Julien, les 8, 9 et 10 juin prochains, où il y a effectivement 14 oratrices de très haut niveau qui vont venir nous parler de cette économie de la transition, de la transformation créatrice, que l'on préfère au concept schumpeterien de la destruction créatrice. Aujourd'hui, c'est clair, les ressources sont épuisées, les gens sont épuisés, on arrête la destruction et on essaye la transformation créatrice, parce que là, il y a vraiment plein de choses à faire. Et oui, il y a 30 000 salariés dans le monde qui suivent cette méthode. Oui, parce que en fait,
250 entreprises, et même aujourd'hui c'est plutôt 300 entreprises nous ont invités à aller rencontrer, à la rencontre en fait des salariés. Alors c'est une des clés de l'économie, c'est la mobilisation collective. Si vous voulez, on ne dépose pas son cerveau au vestiaire quand on prend son poste le matin à l'usine ou dans son bureau. On ne dépose pas non plus sa citoyenneté à la porte de l'entreprise le matin. Et donc l'idée, c'est que en fait, dans l'entreprise, à condition d'avoir un accord avec l'état-major, bien entendu, hein, on ne va pas contre l'avis de l'état-major, on peut en fait tout changer de l'intérieur de l'entreprise. Et la mobilisation collective, ça fonctionne. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez pratiquement 15 ou 20% de la population en général et de la population des entreprises qui vous disent ben moi, à titre personnel, je suis passé au zéro déchet. J'ai déjà des engagements. Ma famille et moi, on est engagés dans la transition écologique. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait laisser tomber ça au moment où j'entre dans l'entreprise? Et nous, notre travail, c'est de relier en fait cette détermination, cet engagement, cet investissement des gens dans l'entreprise, des gens à l'extérieur de l'entreprise, et ben ils le prolongent à l'intérieur de l'entreprise. C'est évidemment pour les gens qui ont la chance d'avoir un emploi aujourd'hui salarié. Ça concerne évidemment qu'une partie de la population, j'en ai bien conscience. Mais il n'y a pas de raison qu'au sein de l'entreprise, on ne s'y mette pas. Parce qu'il y a une capacité. Si vous voulez, on nous a quand même bassinés pendant des dizaines d'années avec l'idée qu'on allait faire la globalisation mondiale, qu'on allait devenir je ne sais pas quel leader de je ne sais pas quel système. Aujourd'hui, la question, la seule qui vaille, à mon avis, c'est la question de la survie des espèces vivantes. C'est la question de la préservation de la biodiversité. Ben, au sein de l'entreprise, là où on a été tellement bon pour devenir des champions mondiaux, les uns et les autres, eh ben, revenons à nous. Reprenons un peu d'humilité peut-être et essayons de regarder à notre échelle comment on va pouvoir collectivement reprendre la main sur cette destruction pour la transformer en quelque chose de moins brutal, de moins violent, qui ne soit donc pas que centré sur le résultat économique et l'accumulation par une élite autoproclamée en fait de résultats qui ne servent qu'à quelques-uns, pendant que les écarts se creusent et que la fracture se creuse terriblement. Il y a quand même, rien que dans notre pays, 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Je veux dire, à un moment donné, je crois que la priorité, elle est de réduire ces fractures et je crois qu'on peut y arriver par un système beaucoup plus solidaire. Alors, c'est pas la peine d'être une entreprise de l'économie sociale et solidaire. À mon avis, on peut tout à fait choisir au sein du système tel qu'il est, eh bien, de développer des capacités solidaires et de, je dirais, réguler des systèmes. Il y a plein d'entreprises de petite taille dans ce pays avec des gens qui sont pas des patrons condescendants qui regardent tout le monde de haut, mais des équipes en fait qui sont soudées et qui vont retrouver en fait un sens au travail, un objet à l'entreprise. Ça, c'est un point clé, hein. Cette question du sens au travail pour créer l'énergie collective que vous évoquiez tout à l'heure, Emmanuel, nécessaire comme moteur de transformation. Et donc, et après, on rentre dans un cercle vertueux de fait, on redonne du sens, on redonne de l'énergie, il y a des nouvelles idées qui rentrent dans l'entreprise. Et puis voilà, et ça part de là peut-être aussi. C'est comme ça que ça peut naître, c'est comme ça que peut naître l'économie de la transition. Moi, je crois que c'est une des alternatives, oui. Nous, on a essayé de mettre des clés pour que ce soit plus préhensible par nos interlocuteurs dans les entreprises. Donc, la mobilisation collective, c'est un des sujets sur lesquels on travaille, c'est faire prendre conscience, en fait, à l'équipe du trésor qu'elle représente. Elle a un savoir-faire, il y a souvent beaucoup de savoir-être aussi, et il y a une capacité à développer des choses ensemble. Deuxièmement, on propose que les données soient analysées de manière structurante. Donc, l'analyse du cycle de vie qu'on n'a pas inventé, qui est un système qui préexiste, l'analyse du cycle de vie, quand c'est appliqué de manière intègre, par des personnes intègres, ça donne des éléments, si vous voulez, sur la recette des produits qu'on utilise et ça permet d'orienter vers des produits non toxiques. Et quand quand on assemble des produits non toxiques entre eux, il y a des chances pour qu'on arrive à la fin avec un produit qui n'aura pas de toxicité. On a aussi développé une des clés, c'est les corridors de la biodiversité. J'y insiste parce que, par exemple, une boîte comme GR des Gaz, aujourd'hui, il y a 5000 points en France qui sont en train de transformer des toutes petites zones qui étaient pleines de glyphosate et de traitements de toutes sortes, parfaitement inutiles, en corridors de biodiversité. On va donc, en tant qu'entreprise privée,
avoir une action qui ira en complément des trames vertes et des trames bleues qui se répandent sur le territoire. En gros, on est collectivement une société et il y a 10 ou 15% d'entre nous qui sont déjà engagés. Alors, il faut que ce mouvement-là, je dirais, en entraîne un autre. C'est ce que dit Rob dans toutes ses interventions et c'est ce à quoi nous adhérons de manière constante. Et la dernière clé qu'on a développée, c'est le plan de mobilité. Chez nous, on vient en voiture électrique qu'on recharge sur la toiture photovoltaïque. Alors, c'est pas parfait, c'est pas idéal, mais on fait du covoiturage en véhicule électrique. Rien que pour la région de Lille, si tout le monde faisait comme nous, eh bien, là où il y a 1 million de véhicules qui rentrent tous les jours dans la métropole de Lille, il n'y en aurait plus que 300 000. Et puis, demain, au lieu de perdre 4 milliards d'euros par an dans notre région sur les embouteillages du matin, eh bien, demain, ces 4 milliards d'euros, on pourrait les mettre dans la réduction de la fracture sociale, dans le fait de créer des énergies douces et de financer la transition, par exemple, en sortant de cette espèce d'absurdité. Dans notre région, il y a 66 000 kilomètres de routes et d'autoroutes et seulement 6 000 kilomètres de pistes cyclables. Et quand on dit pistes cyclables, il faut le dire avec beaucoup de calme et de retenue, parce que quand on voit l'état des pistes cyclables en question, on est plutôt catastrophé. Tout ça, c'est pas sans solution. C'est possible de s'engager collectivement, et je crois que c'est depuis 25 ans ce que chez Pocheco, mes collègues et moi, de manière, vous avez utilisé le terme tout à l'heure de persévérant, oui, de manière persévérante, continue, sans rien lâcher, on engage. Et il y a beaucoup de gens autour de nous, il n'y a pas que des... Alors, on a accompagné des salariés partout dans le monde, en Indonésie, en Chine, au Mexique, en Argentine, en Pologne, en Allemagne, en Espagne, enfin, je pourrais continuer. Ils sont 30 000, ils sont au travail, et c'est parce que c'est les salariés qui ont pris le changement en main que ça continue et que ça fonctionne, si vous voulez. Merci beaucoup, Emmanuel. On a une réaction parmi les participants. On vous garde encore un peu. Hein. On va prendre les réactions au fil de l'eau. Moi, j'ai encore quelques questions aussi. Une réaction, donc, de Yanis Martin. Oui, alors, ce n'est pas vraiment une réaction, mais c'est plus une ou deux questions. Mais déjà, bonjour. Bonjour Yanis. La présentation. Peut-être vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Oui, très bien. Alors, en fait, moi, je me suis fraîchement installé dans le Vaucluse, avec pour objectif, après avoir quitté en fait l'entreprise assez récemment, de monter plusieurs projets. Alors, je suis en lien avec des choses qui vous parlent peut-être comme le Chief Project ou autre chose, sur un peu le fonctionnement, on va dire, de décarbonisation, un petit peu je dirais, de la dynamique et industrielle et pas seulement aujourd'hui française, dirons-nous. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça amène justement plein de questions. Donc, j'essaie de participer à différents projets, peut-être d'ailleurs justement avec le Grand Avignon d'ici quelques temps. Et en fait, c'était plus des éclaircies. Aujourd'hui, moi, la représentation que j'ai de certaines démarches, même si je vois très bien, en fait, Monsieur Druon, et je répète ce que vous disiez à l'instant, la volonté, en fait, justement, à votre échelle, d'essayer de faire quelque chose, cette notion de petits pas. Pour autant, en fait, ce que vous disiez tout à l'heure, par exemple, sur les vélos, ça reste quand même plus, en fait, un apport public, même s'il y a une volonté, on est d'accord, individuelle, de vouloir prendre le vélo plutôt que. Mais la question, c'est est-ce que justement, on a une marge de manœuvre très importante, en l'occurrence en tant qu'entreprise privée, pour essayer justement de faire évoluer un petit peu les mœurs. C'est plus dans ce sens-là que je voulais vous poser la question. Donc, votre question à Monsieur Druon, c'est est-ce que c'est vraiment aux entreprises de prendre leur part sur cet axe-là ou pas? Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, il y a cette notion, vous savez, de bottom-up, top-down dans les entreprises. On s'aperçoit que s'il n'y a pas une prise de décision au sommet, l'innovation ne remonte pas forcément du bas, en l'occurrence. Donc, c'est vraiment voir si, dans votre modèle, en l'occurrence, qui peut être tout à fait peut-être à propos par rapport à ce que j'essaie de construire, il y a cette dynamique qui marche bien. Ou si, justement, comme vous dites, ce n'est pas forcément parfait. Aujourd'hui, c'est une voie qu'on commence à essayer de créer, mais qui peut justement amener peut-être à une amélioration ou en tout cas notre façon peut-être de réfléchir, justement. Ok, merci Yanis pour cette question-réaction. Emmanuel, on vous laisse répondre. Merci pour votre question et surtout tous mes voeux de réussite pour votre projet ou vos projets d'installation récents. Moi, je crois qu'il faut fondamentalement décloisonner et qu'on arrête d'imaginer que dans une partie de la société, il y a des entreprises qui seraient une espèce de bloc, et puis dans une autre partie, il y a des politiques, et puis qui seraient toujours un peu le mauvais objet quand même. Et puis, il y aurait des citoyens qui peuvent rien. Moi, je suis complètement sorti de cette idée-là avec justement les clés de l'économie que je vous décrivais tout à l'heure. Par exemple, le plan de mobilité, ça touche directement le plan vélo. Et mes collègues, j'ai un collègue qui s'appelle Édouard,
qui est un des auteurs Actes Sud, qui travaille aussi chez Pocheco, et qui vend aux entreprises des plans de mobilité dans lesquels on fait redécouvrir aux gens leur capacité à venir soit à vélo, soit en covoiturage. Donc, en fait, il y a un travail qui se fait évidemment auprès de la région, mais il y a surtout un travail qui se fait, vous avez dit bottom-up, c'est-à-dire en interrogeant en fait les gens directement concernés par la mobilité et en faisant en sorte, rien ne nous l'interdit, beaucoup de gens ont des capacités. Tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de situations dans lesquelles on est amené à prendre sa voiture pour aller de la cuisine à la salle de bain. Eh bien, il y a aussi des options, c'est pas toujours possible, mais il y a beaucoup de possibilités de faire le trajet plutôt à vélo. Donc nous, on interpelle bien entendu les pouvoirs publics, mais on n'attend pas que la décision soit prise ou que le choix soit produit avec des grands effets d'annonce et pas toujours des résultats probants. On essaye d'avancer tout de suite. C'est-à-dire que demain, il y a plus de monde sur les pistes cyclables, plus de gens concernés, ça va forcément évoluer. C'est nous, le peuple, qui allons changer, en fait, le pays tel qu'on veut qu'il devienne. Il se trouve que nous, le peuple, les citoyennes et les citoyens, une partie d'entre nous, on intervient dans les entreprises. Et donc, on voit vraiment pas pourquoi, au moment d'intervenir dans l'entreprise, normalement, on ne quitte pas non plus la démocratie en franchissant la porte de l'entreprise. Il y a des entreprises qui l'ont probablement un peu oublié en inventant à la fois des systèmes coercitifs de contrôle des uns par les autres en permanence, mais il y a beaucoup d'entreprises à taille humaine dans lesquelles ça ne se passe pas comme ça. Et c'est à celle-là, évidemment, qu'il faut songer en premier, parce que c'est de là que vient le changement. Parce que derrière tout ça, on n'oublie pas non plus, derrière tous ces questionnements, on n'oublie pas non plus une chose importante, c'est qu'en fait, il y a une urgence absolue sociétale, elle est là. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette idée que dans notre pays, on ne pourrait pas accueillir les réfugiés climatiques? D'où ça sort? D'où ça sort? De quel esprit bizarre? Et évidemment qu'on est des gens qui savons accueillir, évidemment qu'on peut recevoir, évidemment qu'on va faire notre part. Il n'y a pas de doute, il y a une grande partie des gens auxquels je m'adresse quand je converse qui me disent « Évidemment, Emmanuel, on ne vous a pas attendu pour dire qu'on veut accueillir, on veut recevoir, on veut imaginer les solutions ensemble. » Et c'est ce qu'on est en train de faire ce matin avec vous, grâce à vous, Emmanuel. On a une autre question en salle d'attente. Nathalie Durand. Bonjour, Nathalie. Bonjour à tous et à toutes. Merci de prendre ma question. Tout d'abord, Monsieur Druon, bravo pour votre intervention. C'est d'une limpidité et d'une efficacité qui réchauffe le cœur et les idées. Merci beaucoup, c'est vraiment super ce que vous faites. C'est vrai que vous avez mis 25 ans, mais ça vaut le coup et ça donne beaucoup d'idées et d'espoir à plein de gens. Donc moi, je dirige une agence de communication, de relations presse et de gestion de projet autour des projets éco-responsables depuis 7 ans maintenant et plutôt vers tout ce qui est bio, naturel et éthique. Et aujourd'hui, je porte un projet avec la Charte Éco-Festival pour le Festival d'Avignon, qui est un grand événement pour nous, vers le zéro déchet. Et donc, pour réduire notamment la consommation de bouteilles en plastique et pour éventuellement ne plus avoir de bouteilles en plastique au Festival d'Avignon. Donc, c'est un gros challenge, mais on va y arriver. Et je voulais savoir, vous, dans votre entreprise, comment vous étiez allé vers ce zéro plastique, s'il vous plaît. Alors, une solution concrète, Emmanuel. Zéro plastique. Ouais. Comment on fait? D'abord, merci à vous de vos commentaires laudateurs qui me touchent. Oui, 25 ans de travail avec des étapes très régulières. Le zéro plastique, ça nous est apparu quand c'était en 1999. Il y a tout d'un coup un client qui nous dit moi, mes enveloppes, il faut que la fenêtre soit en plastique. Et je l'ai regardé avec des yeux ronds comme des billes en disant mais pourquoi? Elle est en papier, ça passe très bien, les taux de lecture à la poste, ça va très bien. Et j'ai compris qu'en fait, il y avait un lobby du plastique qui était en train de passer dans mon métier et de remplacer toutes les fenêtres sous des prétextes dont j'ai pu démontrer après qu'ils étaient fallacieux. Et donc, à mes collègues, j'ai dit, nous pas. Voilà, nous c'est non. Pas de polymère, pas de plastique. Pourquoi? Parce que l'enveloppe, ça devient un déchet et que si la fenêtre est en plastique, c'est très difficile pour les gens qui la reçoivent de savoir
après l'avoir utilisé pour faire ses listes de courses. Qu'est-ce qu'on en fait? On la jette tout. Si la fenêtre est en plastique et que le corps est en papier, je la jette tout, moi, mon enveloppe. Et je ne veux pas compliquer la tâche des gens qui vont recevoir mon produit. Donc, c'est là que ça nous est venu. Et c'est devenu une croisade, alors que ça ne devrait pas en être une. C'est devenu une croisade parce qu'en fait, il y a une telle puissance pour imposer des solutions qui sont techniquement pas plus viables, financièrement pas plus intéressantes, mais écologiquement tragiques. 85% des déchets de plastique ne sont pas triés. Alors l'enveloppe, vous imaginez, moi, rien que chez nous, on en faisait jusqu'à 2 milliards par an. Alors s'il avait fallu mettre du plastique dessus et qu'à 85% de ça finisse dans l'environnement, il ne faut pas s'étonner d'empoisonner toute la chaîne halieutique, l'air, les sols. C'est insupportable. On veut entreprendre sans détruire. C'est pas supportable pour les salariés, pour l'équipe. L'idée de se dire, j'ai du travail, mais en contrepartie de quoi? Je suis en train de scier la branche sur laquelle j'étais assis. Puis, Nathalie Durand, je voudrais vous dire quelque chose. La présidente du Festival d'Avignon, c'est mon éditrice. C'est Françoise Nissen. Si vous avez besoin d'un contact, je peux vous dire que le zéro déchet, c'est une de ses absolues priorités. Bon, voilà, ça part de là, le réseau, là. Dans tous les livres qu'elle publie chez Actes Sud, dans tous les livres qu'elle publie, dans toute la démarche d'Actes Sud, alors vraiment, vous n'avez qu'un mot à dire après l'émission et on se transmet les coordonnées. Elle vous accueillera avec bienveillance parce que c'est vraiment un engagement de l'éditeur. Pour le coup, j'en parle parce que je le pense et parce que je les aime. C'est des gens qui sont profondément engagés dans tous ces sujets-là. C'est eux aussi qui nous donnent la possibilité de faire des livres, même quand on n'est pas connu et qu'on a des titres un peu bizarres, grâce notamment à la tête de la collection qui est tenue par des gens comme, je sais pas moi, comme Pierre Rabhi, comme Cyril Dion, comme Perrine et Charles Hervé Gruyé. Qu'on va avoir en émission le mois prochain, Pierre Rabhi d'ailleurs, et Cyril Dion en septembre. Ce seront les 10 ans de Domaine du possible. Mais Emmanuel, j'ai une question quand même. Comment vous mesurez tout ça? Parce qu'on voit que vous faites plein de choses, mais à un moment, pour créer la démonstration, pour créer le changement, il faut des indicateurs, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, des indicateurs, du suivi, peut-être de la connaissance scientifique. Comment vous avez pu aller chercher tout cela pour transformer votre entreprise? Alors très, très concrètement, ça c'est là aussi construit avec le temps. On fait appel à des connaissances extérieures, donc on travaille beaucoup avec le CNRS, on travaille beaucoup avec les scientifiques. Je vous ai dit que le rapport du GIEC est notre feuille de route, c'est pas une farce. Donc on s'est mis en connexion avec des scientifiques. Au quotidien, on a adopté des méthodes autour de l'analyse du cycle de vie et du système qualité, sécurité, environnement, énergie, qui permettent en fait d'établir des procédures de travail, qui nous permettent en fait de vérifier à chaque fois qu'on change notre façon de travailler, de vérifier son innocuité, son efficacité par rapport aux critères qu'on a définis. Voilà, chez Pocheco, on a dit il faut à chaque geste réduire l'impact sur la santé, réduire l'impact sur l'écologie et gagner de la productivité. C'est vraiment le triptyque de base qui fait tout notre système qualité, sécurité, environnement, énergie. Je dis ça parce que très souvent, et donc c'est la RSE si vous voulez, je dis ça parce que très souvent, des grosses entreprises considèrent que la RSE, c'est une contrainte, une couche réglementaire supplémentaire dont on n'avait vraiment pas besoin. C'est tout le contraire. C'est en fait tout le squelette qui fait qu'après ça, on a des règles de travail qui fait qu'on n'a plus besoin, on s'autocontrôle, on n'a plus besoin de systèmes hiérarchiques avec plus ou moins, disons-le, du flicage des uns par les autres, mon N+2 qui vérifie le travail du N-4 et qui va sanctionner le N+1, on s'y retrouve plus. Tout ça, c'est des systèmes qui, à mon avis, ne sont pas utiles. Dans notre travail à nous, si vous voulez, moi, je suis personne pour dire à un collègue qui produit une enveloppe dans une machine qui fait 25 mètres de long, où le papier défile à 300 mètres par minute, je suis personne pour aller lui dire comment il faut qu'il fasse son travail. C'est lui qui me dit comment faire son travail. Moi, je suis quelqu'un pour lui apporter les moyens de faire son travail dans de bonnes conditions. Donc, lui, il va décrire dans une procédure, il le fait une fois, il le refait ensuite s'il doit changer la procédure, et il va mettre ça en commun avec les collègues. Et c'est eux qui savent faire le boulot, pas moi. Donc, vous savez, quand on interroge les Français, 85% d'entre eux répondent qu'ils font a priori confiance à l'autre. Moi, je fonctionne comme ça. Je fais confiance et je donne les formations, bien sûr, je donne des moyens.
on est trop pauvre pour s'acheter de la mauvaise qualité, donc on va aller chercher les meilleures matières premières, les meilleures machines, on va financer ça c'est sûr. On va auto-financer ça en réinvestissant l'argent gagné par l'équipe dans l'entreprise. Merci Emmanuel pour cette clarté. On a Quentin Lefaucheux de l'entreprise Solève. Bonjour Quentin. Oui, bonjour. Très intéressé moi aussi, bravo. Belle initiative, passionnant, inspirant. Je dirige une entreprise du paysage donc à Carpentras, dans le Vaucluse. Et on est très engagé dans la RSE, dans plein de beaux projets, y compris l'économie, la fonctionnalité de la coopération. Mais au-delà de ça, j'essaye d'embarquer des confrères, donc au travers d'un engagement syndical, donc à l'UNEP. Et aujourd'hui, j'ai une question qui est plus adressée au Grand Avignon, qui est de savoir comment est-ce qu'on pourrait inviter plus d'entreprises à s'engager dans ce mouvement. Nous, par exemple, entrepreneurs, je ne parle pas de mon entreprise, hein, je parle vraiment du métier de paysagiste, entreprise du paysage. On a des très beaux arguments pour accompagner nos entreprises vers la phytoépuration, vers plus de perméabilité des sols, vers la lutte contre les îlots de chaleur, vers la création de potagers pour faire du comestible sur les sites d'entreprises. Et aujourd'hui, c'est très, très dur d'ouvrir des portes, c'est très dur d'être reçu, c'est très dur d'embarquer ce mouvement. Alors peut-être les idées du parcours de M. Druon et puis peut-être aussi une réaction de la part du Grand Avignon, de savoir qui rencontrer, qui puis rencontrer demain pour engager ce sujet. Merci Quentin. Alors on va terminer avec Emmanuel qui va répondre, peut-être vous donner quelques éléments de solutions et puis ensuite on enchaînera sur la dernière partie, un dernier quart d'heure de cette rencontre où là justement on pourra dialoguer aussi avec le Grand Avignon. Emmanuel, une dernière réponse. Oui, sans présager des réponses du Grand Avignon, moi d'abord, merci aussi, Monsieur Lefaucheux, Quentin Lefaucheux, de la gentillesse des commentaires que vous avez produits. Vous pouvez prendre contact avec mes collègues chez Ouvert, parce qu'en fait, nous, on met en lien les entreprises du paysage, parce qu'on est exactement engagé. J'ai parlé de permaculture tout à l'heure. Si vous venez sur le site de Pocheco, vous verrez. Et j'ai des collègues qui font des corridors de biodiversité. Et en fait, on a énormément de contacts avec des entreprises du paysage partout sur le territoire en France et en Europe, parce qu'on est en train de créer ce maillage, si vous voulez, des corridors de biodiversité, notamment dans les entreprises et dans les collectivités. Donc, c'est pas tout à fait une réponse, enfin, je peux pas répondre pour le Grand Avignon, mais je peux répondre en tout cas pour vous dire que la solidarité entre vous, votre syndicat et nous, elle est possible, je l'appelle de mes voeux, et n'hésitez pas à prendre contact avec, donc pocheco.com, c'est le plus simple. Sinon, vous appelez Elodie Billat chez Pocheco. Toutes les coordonnées sont sur le site. Vous nous trouverez facilement. Et puis nous, on pourra également faire le relais. Vous avez encore quelques instants avec nous, Emmanuel, avant de retourner en formation? Moi, je suis à votre disposition. J'ai vu qu'il y avait une Madame Lafont de l'Université de la RSE qui voulait... Tout à fait. Avant de donner la parole au Grand Avignon qui va répondre à Quentin Lefaucheux, on va terminer avec les questions pour Emmanuel Druon. Voilà, mais vous m'avez fait ma transition, Emmanuel. Mélanie, bonjour. Mélanie Lafont de l'université. Donc effectivement, je suis intervenante à l'Université d'Avignon auprès de la licence professionnelle gestionnaire de paye et de carrière sur le module RSE. Alors c'est un module de 28 heures qui permet en fait de leur donner toutes ces idées sur l'environnement, évidemment la sécurité et la santé au travail, dont on parle beaucoup actuellement. Donc, je m'adapte en permanence, hein, notamment face à la situation Covid. Et c'est vrai que cette année, c'est beaucoup plus axé finalement Covid que environnement. Cela dit, j'ai la double casquette aussi de travailler chez Sofico, hein, qui est une entreprise belge, et qui en fait a vraiment insufflé la RSE finalement pour moi depuis 5 ans. Donc je suis ressources humaines et un petit peu en fait porte-parole, on va dire, de la RSE. Et je prends donc souvent l'exemple de Pocheco. Donc je suis ravie de vous rencontrer déjà. Je leur montre des vidéos de vos témoignages, de votre entreprise. Donc, on parle beaucoup de Pocheco et je leur fais faire une étude de cas.
en fait. Évaluation sur Pocheco. C'est à partir en fait de textes que j'ai trouvés sur Internet. Donc, il y a effectivement la partie environnement, la partie économie. Et puis, le troisième texte, c'est le licenciement qui a eu lieu en 2018. Voilà. Donc, j'aimerais avoir un petit peu votre tour parce que moi, les étudiants me disent tout le temps comment c'est possible d'être autant axé écologie, environnement, bien-être des salariés au travail et d'arriver quand même à un plan social. Voilà. Donc, je voulais avoir un petit peu votre retour d'expérience aussi là-dessus, si vous avez encore quelques minutes. Merci Mélanie. Ce sera la dernière question de cette partie des échanges avant la dernière partie. Merci Julien de me donner du temps pour cette réponse. C'est évidemment un gigantesque traumatisme qu'on a vécu il y a 3 ans maintenant. On était 127 et nous ne sommes plus que 63. Mais 64 collègues qui nous ont quittés à l'époque, dont 39 sur la base du volontariat, je vais dire pourquoi dans une seconde. En fait, on a perdu 4 gros marchés publics dans l'effondrement que j'évoquais tout à l'heure, la même année. Et ces 4 gros marchés publics nous ont échappé pour 1 centime d'euro du mille d'enveloppe d'écart. Il n'y a pas de mystère, c'est des gens qui ont préféré aller produire leurs enveloppes dans des multinationales européennes qui produisent dans des endroits où il n'y a pas les mêmes règles de fonctionnement. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais parler de mes collègues. Sur mes 64 collègues qui sont partis, à l'heure où je vous parle, 59 d'entre eux ont retrouvé un emploi en CDI. Donc, il reste encore des personnes qui n'ont pas retrouvé de travail à l'heure où je vous parle, une minorité, mais quand même. En fait, ce qu'on avait établi, c'est que chacun d'entre nous, ceux qui restaient, allait accompagner un collègue vers le fait de retrouver un emploi. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'on réinvestit l'argent dans l'entreprise, on avait constitué des fonds propres en cas de catastrophe et on a dépensé 2 millions d'euros dans le fait de donner 100% du salaire net des gens qui partaient pendant 12 mois. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de volontaires et que la transition, qui est un traumatisme, s'est faite sans aller au-delà de la brutalité de la situation. Une des raisons pour lesquelles tout ça est arrivé, c'est la brutalité avec laquelle les marchés ont été perdus. C'est des gens pour qui on travaillait depuis 15 ou 20 ans, qui étaient satisfaits de nos produits. Il n'y avait pas de problème qualité, il n'y avait pas de dégradation du service chez Pocheco. Par contre, il y a de plus en plus de gens qui disent oui à la numérisation des échanges. Et quand ils reçoivent une enveloppe sur laquelle on leur dit « faites un geste pour l'environnement, passez au numérique », ils disent oui, parce que quelquefois ils n'ont pas le choix ou parce qu'ils n'ont pas l'information. Il y a une étude du CNRS qui démontre que c'est entre 10 et 13 fois plus polluant de recevoir ces factures par Internet que par la poste. Mais ça fait 10 ans que je le dis, 10 ans que le CNRS a fait cette étude comparative et 10 ans que je crie dans le désert. Alors, je ne vais pas mettre la faute sur l'extérieur. Une entreprise comme la nôtre, c'est pas parce qu'on a développé l'économie, j'en parle d'ailleurs au début de mon économie 2, je commence par ça, parce que si je me suis tu pendant presque 5 ans depuis le film Demain dans lequel on apparaissait, c'est parce que les difficultés sont apparues à ce moment-là et que j'ai eu besoin de me recentrer sur l'équipe avec mes collègues, de reconstruire le projet, parce qu'on a pris une énorme claque. Alors, heureusement, les salariés de Pocheco sont dans des systèmes de formation continue avec un accompagnement continu. Et dans la région, il y a une solidarité qui s'est établie parce qu'on a d'excellentes techniciennes et d'excellents techniciens. Donc, en fait, ils ont trouvé du boulot. Bon, il y en a 5 pour qui on cherche toujours aujourd'hui. Donc, je suis pas en train de dire que tout est réglé. Je suis en train de dire que cet accompagnement s'est fait comme ça. Mais quand on dit économie, à aucun moment, j'ai prétendu nulle part, ni dans un film, ni dans une présentation, j'ai prétendu que ça réglait le problème ou que je le réglerais tout seul. Ce que je prétends, c'est qu'on essaye, on est, comment dire, nous, c'est une industrie de pauvres. Donc, d'une certaine manière, en fait, la méthode de l'économie, c'est quelque chose qui amortit le choc. Mais ça ne règle pas le problème. Ça va être la solidarité qui réglera le problème. Alors, mes collègues ont retrouvé du travail. Et aujourd'hui, pour en dire un dernier mot rapide, Pocheco va mieux. On n'est pas sorti d'affaires. Je crois qu'on sera
on ne peut jamais considérer qu'on est complètement sorti d'affaire. On reste avec un traumatisme qui ne s'effacera pas. Là, on est en train de créer un incubateur pour des jeunes entreprises économiques. J'espère que ça va fonctionner. Ça permettrait de retrouver plus de monde. Parce que c'est vrai que, si Dieu me prête vie, j'aimerais bien, pour le principe, réussir à laisser Pocheco à Élodie Biac, qui est la prochaine patronne de l'entreprise et qui prendra les responsabilités que j'ai occupées jusqu'à maintenant à partir de septembre 2022. C'est la patronne du bureau d'études ouvert qu'on a créé ensemble. Elle prend le relais en septembre 2022. J'espère qu'en septembre 2022, je serai en mesure de transmettre une entreprise où on aura retrouvé la même énergie, le même nombre de salariés que celui qu'on avait avant cette grande crise. Et j'ajouterais pour finir l'explication pour vos étudiants. Pour finir, Emmanuel, s'il vous plaît. Pour vos étudiants, il y a 10 ans, on a subi un incendie. 80% des entreprises qui subissent un incendie déposent le bilan dans les 2 ans qui suivent. Nous, on a tenu le coup. Et l'assurance a payé 7 millions d'euros pour reconstruire le bâtiment. Et l'État a demandé 3,5 millions l'année suivante. Donc, nous, on a reconstruit le bâtiment et l'État ensuite nous a demandé 3,5 millions. Donc, des entreprises qui autofinancent le développement et qui font en sorte de s'en sortir grâce à la solidarité de l'équipe et des gens qui nous entourent, ça demande beaucoup de persévérance et beaucoup d'énergie, mais on est la preuve vivante que c'est possible et qu'on peut quand même se sortir de ces situations de crise. Une énergie que vous nous partagez et une énergie forcément renouvelable, Emmanuel. On a Laetitia Vinuesa du Grand Avignon qui a une question pour vous, une question bonus, si j'ose dire, Emmanuel, et aussi qui répondra à Quentin Lefaucheux au passage. Laetitia, bonjour. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup, Monsieur Druon, de votre intervention qui est très inspirante pour nous. Donc moi, je suis la directrice du développement économique pour le Grand Avignon. En effet, nous avons initié en fait depuis septembre dernier ce cycle, on va dire, de réunions, puisque nous souhaiterions vraiment pouvoir mobiliser les acteurs en fait de notre territoire ensemble et ne pas être en fait collectivité simplement dans la mise en œuvre de politiques publiques, mais vraiment de pouvoir avoir des discussions et des réflexions avec les acteurs de notre territoire parce que en plus sur notre territoire on a de très très belles initiatives. Et voilà, moi la question que j'avais en fait aujourd'hui, c'est vous parliez de solidarité territoriale avec d'autres entreprises, mais comment est-ce que vous avez travaillé vous avec les collectivités de votre territoire et est-ce que vous auriez un conseil justement à donner aux collectivités? J'avais posé la même question à Rob Hopkins et le conseil qu'il m'avait donné, c'était de vraiment être à l'écoute de tous ces porteurs d'initiatives, de ces entreprises, puisqu'on est tout à fait conscient que vous n'attendez pas les collectivités pour faire changer les choses, et heureusement. Mais moi, je suis vraiment preneuse en fait de votre conseil, notamment parce que nous, on a besoin aussi de faire évoluer les réflexions au sein de notre collectivité pour travailler autrement, pour voir l'économie aussi autrement. C'est ce qu'on essaye d'insuffler là aujourd'hui. Voilà, donc moi je voulais votre conseil et je profite que vous soyez là pour avoir un retour de votre part. Alors, une réponse en 2 temps, si vous le permettez. D'abord, j'avais la même question du Conseil régional des Hauts-de-France, il n'y a pas très longtemps. Et finalement, notre réponse ici, c'est de leur dire la mobilisation collective au sein même de votre organisation. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dévoué en fait au public et on en oublierait presque qu'en fait, il y a dans votre équipe et autour de vous des gens qui travaillent au quotidien et qui déjà, sur leur propre organisation, peuvent changer des choses. Et je pense que la valeur de l'exemplarité est fondamentale. C'était la question que pour moi, c'était un peu la question que Mélanie Lafont me posait tout à l'heure. Finalement, on est exposé chez Pocheco, on aurait valeur d'exemple, et puis tout d'un coup, il y a un plan avec la moitié de l'équipe qui part. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là? Bon, je crois qu'il faut appliquer à soi-même les règles, et donc par la mobilisation collective, en fait, sur les équipes même avec lesquelles vous bossez, je crois qu'on peut faire tout un travail sur nous-mêmes. C'est fondamental. Il y a 20%
des gens dans votre équipe qui sont d'accord pour y aller. Et c'est ceux-là qui ensuite vont pouvoir inventer avec les entreprises et les interlocuteurs de votre territoire, vont pouvoir inventer des solutions parce qu'ils les auront d'abord mises en pratique sur eux-mêmes. Je vous rassure, ça ne prend pas 25 ans. C'est un travail aujourd'hui, il y a des clés, on sait le faire et on sait avoir des résultats au bout de 3 à 6 mois. Donc, la première partie de ma réponse, c'est appliquons-nous à nous-mêmes les choses qu'on veut recommander aux autres et ça va créer du lien. Hein, je me mets de ce point de vue-là vraiment dans la ligne de ce que recommande Rob. Et puis, j'ai un deuxième point dans ma réponse. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'argent public doit rester au public et que puisque les entreprises privées revendiquent le fait d'être privées, eh ben, il faut qu'elles autofinancent leur changement. L'économie de la transition, c'est pas une nouvelle occasion d'aller chercher des finances publiques pour les entreprises privées. Alors, je parle pas pour les petites entreprises. Je crois qu'il faut aider les gens qui se lancent. Mais ce que je vois par contre, c'est quand on se met à financer Jeff Bezos avec Amazon, alors qu'un emploi chez Amazon est un emploi esclavagisé. Hein, il suffit de lire le livre de Jean-Baptiste Mallet en Amazonie pour se rendre compte de la manière dont sont traités les salariés dans cette entreprise, en France en tout cas dans les entrepôts. C'est terrifiant. Eh bien, un emploi chez Amazon, c'est 15 emplois de libraires supprimés. Donc, j'aurais tendance à dire, si on doit accompagner en tant que collectivité des entreprises, bah, soutenons nos libraires. Il y a 4000 libraires indépendants en France. Il y en a beaucoup dans votre belle région, et à Carpentras en particulier, et Arles, à Avignon évidemment, enfin partout. Soutenons les indépendants, soutenons les petites entreprises et arrêtons de financer le miroir aux alouettes. Parce que finalement, ces gens-là, c'est des prédateurs, ils ne créent pas vraiment de l'emploi sur le long terme. Donc, 2 réponses. L'une, on applique à soi-même au sein de notre organisation, dans notre équipe, dans tous les systèmes, même quand il y a 100 000 personnes dans une entreprise, ça peut se diviser en groupes de 10 ou de 5 personnes. Et donc, on va créer des binômes, on va créer des capacités à travailler ensemble pour se réinventer, inventer ensemble l'économie de la transition qu'on appelle de nos voeux. Merci beaucoup Emmanuel Druon, merci à toutes et tous pour vos réactions suite à cet échange très inspirant. Nous vous laissons retourner à vos formations Emmanuel, salutations à Actes Sud et à très bientôt dans le magazine et puis pour des prochaines rencontres. Économie en juin, on a bien noté la date, 8, 9, 10, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, on peut retrouver les coordonnées sur pocheco.com. Merci à vous Julien. J'espère que je n'ai pas trop mangé le temps de parole des autres. Un petit peu, mais en même temps, ça valait le coup. Donc, on a accepté de se laisser un peu manger du temps, mais voilà, on est ravis. Merci à vous, Emmanuel. À très bientôt. Merci à vous et bonne journée à vous tous. À bientôt. À bientôt. C'est le dernier chapitre de cette rencontre participative. Quels enjeux précis souhaiteriez-vous avancer lors des prochaines rencontres économiques ou ateliers? Vos idées pour la transition économique du territoire? Pour introduire cette dernière partie, je laisse la parole à nouveau à Laetitia Vinuesa du Grand Avignon, qui va enfin répondre à Quentin Le Faucheux aussi par la même occasion. Oui. C'est à vous, Laetitia. Voilà, donc en effet, alors peut-être tout d'abord répondre à Monsieur Le Faucheux, donc si j'ai bien entendu la question, hein, c'était avec qui se mettre en relation au Grand Avignon, c'est ça, pour pouvoir échanger et travailler ensemble. Bah, moi, je suis à votre disposition, bien sûr. On est, s'il y a certains acteurs qui sont avec nous aujourd'hui, qui savent que on est assez ouvert justement pour pouvoir recevoir et échanger. Et puis, c'est aussi la dynamique qu'on veut lancer. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, moi, avec plaisir de vous recevoir pour échanger avec vous. Nous pourrons faire la mise en lien, Quentin, évidemment, avec Laetitia pour que vous puissiez poursuivre ce dialogue. Alors,
là, c'est vraiment le dernier temps, c'est un temps de travail. Il nous reste un gros quart d'heure, on va dire à 11h30 environ, on peut terminer notre rencontre au plus tard. Donc là, c'est vraiment un temps de parole très ouvert, qui n'a pas été préparé volontairement, puisqu'on souhaite une parole libre. Et donc, vraiment, c'est à vous, entrepreneurs du territoire. Dites-nous sur quelle thématique vous souhaitez travailler en lien avec cette économie de la transition, vos idées aussi. Voilà, c'est le moment, vous avez un lien direct avec le Grand Avignon aussi. C'est le moment de partager et d'imaginer. Voilà. Et si on co-construisait la transition économique. Donc là, pour l'instant, sur le fil, je vois pas beaucoup de réactions. Peut-être, Laetitia, déjà, vous, au niveau de la collectivité, cet exemple d'Emmanuel Druon, forcément, ça nourrit la réflexion, ça vous donne envie peut-être d'avancer sur tel ou tel point. Qu'est-ce que vous avez envie déjà d'orienter en attendant les premières réactions? Alors, en effet, là, nous, on est à un temps au Grand Avignon important, puisque on a de nouvelles orientations qui ont été données, en fait, par notre élu, et Monsieur Guin, que vous avez vu en introduction, vous a rappelé les grandes lignes, et surtout, en fait, la volonté de nos élus de pouvoir enclencher une transition économique. Et nous, on va être là sur les mois à venir, en fait, sur la construction de notre stratégie de développement économique sur le territoire. Et c'est aussi, en fait, ce temps avec vous tous qui va nous permettre aussi de nous inspirer et puis surtout de travailler avec vous, puisque c'était une grande demande qui avait été faite après le 22 septembre, c'est-à-dire comment on continue ensemble, comment est-ce qu'on crée un noyau, en fait, sur le territoire qui grossira, mais au moins, en fait, commencer, on parle de petits pas, c'est-à-dire commencer ensemble pour se dire, eh ben voilà, on va commencer avec tel projet, avec telle orientation, et nous, on est vraiment là pour être à l'écoute. Alors justement, on a deux questions. Ça y est, les langues se délient. J'ai une première personne, Marie Détombe. Bonjour Marie. Bonjour Julien, c'est Maria. Maria, pardon, oh là là, toutes mes excuses Maria, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Merci pour cette formation, ce webinaire vraiment très intéressant ce matin. Je te laisse te présenter d'abord en préambule. Oui, bien sûr. Donc, je suis Maria Détombe, j'anime l'association Terre de FC Provence, donc l'économie de la fonctionnalité et la coopération sur le bassin d'Avignon et la Provence élargie. L'économie de la fonctionnalité et la coopération dont on a beaucoup parlé ce matin et qui a été évoquée, et notamment avec le témoignage en introduction du président de l'association ce matin, Philippe Carl, de l'association de l'entreprise Isovation, qui est donc le président aussi de Terre de FC en Vaucluse. Voilà, donc D'accord, Maria, quelles sont les idées ou les attentes de Terre de FC justement sur cette... Alors, effectivement, dans le lien et la logique de ce qu'on a évoqué ce matin, Terre de FC regroupe et met en lien les acteurs économiques de ce bassin d'Avignon élargi dans le but de travailler ensemble et de coopérer ensemble sur ces nouveaux modèles économiques. Et donc, effectivement, on parlait de mise en lien juste à l'instant. C'est une des vocations et une des actions de l'association. Très bien. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez, vous, association, accompagner dans cette dynamique de réseau, si j'entends bien. Et en tant que réseau aussi qui a ses propres attentes par rapport à ses adhérents, est-ce qu'il y a des thématiques? On a parlé de zéro déchet ce matin, on a parlé de différentes actions dans cette économie de la transition. Est-ce qu'il y en a une, peut-être, ou deux, sur lesquelles Terre de FC souhaiterait avancer dans les prochains mois, lors de prochaines rencontres, prochains ateliers, par exemple? Alors effectivement, Terre de FC, donc l'économie de la fonctionnalité de coopération, c'est un travail global qui prend en charge toutes les externalités et donc que ce soit la coopération et l'économie circulaire, enfin toutes les thématiques. Nous, on accompagne sur des sujets liés directement à la crise Covid. On accompagne des associations sportives sur leur résolution de problèmes sur cette crise. On a des ateliers effectivement sport qui ont lieu régulièrement et on accompagne les acteurs sportifs du Vaucluse. Tous les clubs, toutes les associations sont les bienvenues. Aujourd'hui, on est 5 associations à être accompagnées.
on accompagne aussi les zones d'activité et les entreprises, les zones d'activité, notamment avec le Grand Avignon et l'ADEME. Alors ça, c'est votre action. Donc, sur les thématiques qu'on évoquait, est-ce qu'il y en a une qui retient votre attention ou pas plus que ça? Vous êtes intéressé par toutes les thématiques au sein de Terre de FC dans cette économie de la transition qu'on a présentée ce matin? Alors, toute idée, effectivement, est la bienvenue. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir regrouper tout le monde et de pouvoir travailler tous ensemble. Donc, toutes les thématiques sont les bienvenues. Bien entendu, le zéro déchet et la thématique du zéro plastique est hyper intéressante, bien entendu. Donc, ça pourrait être une thématique pertinente. Merci, Maria. On va laisser la parole à Odile Solomon. Odile Devis, pardon, excusez-moi. Bonjour, Odile. Rebonjour, Odile. Entreprise de Visocom. Non, c'est Odile Solomon, je ne m'étais pas trompé, décidément, de Odile sur le fil. Bonjour Odile du réseau CEDRE, le réseau des entreprises engagées dans la RSE en région sud. Un problème de micro, Odile. Attends. Ça y est, c'est bon, voilà. Tout va bien. Oui, tout va bien. Oui, c'est bon. Parfait. Oui, là, ce n'est pas en tant que réseau CEDRE, justement, que je voudrais intervenir, quoique vraiment, pour la RSE, tout ce que j'ai entendu était vraiment extrêmement parlant et intéressant. Ce que je voulais vous donner comme information, et ça c'est pour Laetitia et pour Quentin, enfin tous ceux qui veulent travailler en co-construction territoriale, c'est qu'il y a réellement un laboratoire que vous ne connaissez peut-être pas, dont vous ne l'avez pas évoqué, qui sera beau, qui est au niveau national et qui depuis 10-12 ans travaille justement sur des méthodes de co-construction territoriale entre les collectivités, les entreprises et les associations autour d'enjeux de territoire extrêmement particuliers et décidés ensemble. Et ils ont une méthode tout à fait intéressante que j'ai suivie depuis 2-3 ans. Ils travaillent avec le commissariat à l'égalité des territoires, avec les banques de territoire aussi, etc. Enfin, ils ont tout un réseau extrêmement bien fourni, mais de recherche et développement, mais aussi maintenant d'application. Et ils ont développé en particulier, ça devrait intéresser Laetitia, la notion de catalyseur territorial, qui est un nouveau métier finalement, et qui peut être pris soit par une collectivité, soit par une entreprise, soit par une assoce, mais qui est tout à fait justement judicieux, enfin, qui développe réellement, c'est un nouveau métier avec des nouvelles démarches et avec de nouvelles méthodes pour co-construire ensemble et pas simplement effectivement entreprises assoces, mais aussi académie, enfin université et tout autre organisme représentant. J'invite fortement à aller voir sur le site, leur site, le Rameau, et à rentrer en contact avec eux si ça peut vous intéresser, parce que je crois qu'ils sont très en avance, puisque ça fait 10-12 ans maintenant qu'ils réfléchissent réellement sur ce concept-là. Merci. Et sur les alliances territoriales, évidemment, excuse-moi, c'est juste en rapport aussi avec le 17e engagement de l'ODD, du développement durable. Les objectifs de développement durable. Qui correspondent aux alliances territoriales et aux alliances généralement et précisément sur les alliances territoriales. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette information, ce laboratoire. Donc, on peut juste, pour terminer, peut-être, Odile, pourras-tu nous mettre l'adresse mail dans le fil de chat, comme ça tout le monde, ou le site web, comme ça tout le monde peut retrouver ce réseau et effectivement, peut-être pour une prochaine rencontre, les faire intervenir, voir peut-être aussi ont-ils des suggestions à nous faire dans une co-construction. Merci pour ces informations précieuses. On a quelqu'un d'autre en ligne, Clara Léonard de la Chambre des métiers. Bonjour Clara. Bonjour, je suis conseillère en développement durable à la Chambre de métiers et de l'artisanat du Vaucluse. Donc la Chambre, elle travaille beaucoup avec les artisans de manière individuelle et elle porte plusieurs programmes pour les accompagner selon les besoins appropriés à chaque type de métier. Donc aussi bien au niveau du bâtiment que des réparateurs ou tous ceux aussi qui produisent beaucoup tout ce qui est agroalimentaire par exemple.
Et je souhaitais justement faire une intervention sur le fait que la Chambre souhaite aussi travailler beaucoup avec les territoires. Ça fait quelque temps que c'est vraiment une dimension que la Chambre de métier souhaite développer. Et par rapport à ça, justement, nous portons avec la CCI conjointement le programme Éco-Défi qui s'adresse aux artisans, commerçants et commerçants des territoires. Et l'idée, c'est de travailler avec les villes et les collectivités qui souhaitent compter sur ces professionnels pour enclencher aussi une dynamique de développement durable. Alors, peut-être Clara, Éco-Défi, nous, on connaît forcément Sans Transition, puisque c'est nous aussi qui animerons ces rencontres en avril prochain, mais ça, on redonnera l'info à tout le monde ultérieurement. Sur le point qui nous intéresse plus précisément aujourd'hui, dans le cadre de ces éco-défis, il y en a une dizaine, donc c'est des lauréats, ce sont des artisans qui vont être lauréats parce qu'ils vont transformer leur petite entreprise pour être justement dans cette économie de la transition, en commençant par des petits pas. Donc, c'est tout ce qu'on est en train de raconter. Eh bien, sur quelle thématique ces petites entreprises, pensez-vous qu'elles pourraient être intéressées d'approfondir demain tel sujet? On a parlé tout à l'heure de zéro déchet. Est-ce que vous êtes au plus près de ces petites entreprises dans le quotidien? Quelles sont leurs attentes? Et au passage, celle de la Chambre, forcément, qui coordonne l'ensemble des actions. Alors, une problématique et du coup une attente qui revient vraiment quasiment avec tous les commerçants, c'est le problème des déchets et notamment des déchets de livraison. C'est-à-dire que beaucoup souhaitent avoir moins de déchets lorsqu'ils sont livrés, puisqu'il y a beaucoup de suremballage. Et le problème, c'est que tout seuls, ils ne sont pas écoutés quand ils le disent à leurs fournisseurs. Et ça, c'est vraiment, je pense, un gros travail à mener et qui les aiderait beaucoup. Et qui serait aussi très intéressant pour les collectivités, parce que derrière, c'est souvent les collectivités qui gèrent les déchets des petits commerces. Donc la question des déchets, vraiment une priorité pour les commerçants, donc trouver des outils, comment se transformer en petite entreprise qui tend vers le zéro déchet, c'est un peu ça l'idée, hein. Oui, complètement. D'ailleurs, pour le moment, on a fait une opération j'ai fait une opération sur Avignon. Après, il y en a d'autres ailleurs dans la région, mais dans le Vaucluse, c'est surtout sur Avignon pour le moment, et peu à peu sur d'autres territoires. Et on a vu pendant cette opération qu'il y avait vraiment une prise de conscience par rapport aux déchets. C'était vraiment le sujet qui revenait tout le temps, et que beaucoup ont travaillé là-dessus. Puisqu'en fait, c'est là où est-ce qu'ils ont le plus la main, en fait. Puisqu'après, tout ce qui est question d'énergie, il n'y a pas, en général, c'est des petits commerces, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Pour tout ce qui est produits locaux, durables, ils connaissent très bien leur domaine d'activité, donc ils gèrent très bien là-dessus. Donc c'est vraiment ce problème-là des déchets qui revient régulièrement. Et en plus, souvent, c'est eux qui nous disent, ce serait super d'avoir cette idée-là, de mettre ça en place. Et ça peut être vraiment aussi un lien pour faire remonter aux collectivités des idées. Voilà. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, Clara, pour ces précisions éclairantes. À bientôt pour les éco-défis. Oui. Et on va laisser à nouveau la parole à Laetitia Vinuesa, peut-être en complément de donc du Grand Avignon, directrice du service économie. Merci Clara. C'est à vous Laetitia. Merci à tous pour vos réactions. Alors là, on est sur un premier temps, bien sûr, où on souhaitait aussi avoir vos premières réactions par rapport à ce qui serait possible de faire, à des idées, à ce qui vous a été inspiré par M. Druon aujourd'hui et puis par Rob Hopkins. On refera ce type de temps, d'échange, puisqu'on a vraiment envie, nous, de vous concerter pour pouvoir justement co-construire ensemble la transition économique du territoire. Pour nous, ça nous a inspiré, Emmanuel Druon aujourd'hui, vous posiez la question tout à l'heure, Julien, c'est inspirant parce qu'en effet, on a aussi, nous, un devoir d'exemplarité au sein de la collectivité. On y travaille, c'est pas évident, vraiment, c'est pas évident au quotidien, mais en tout cas, on a enclenché cette dynamique-là, parce qu'on ne pouvait pas se dire qu'on allait aller accompagner des entreprises sans nous-mêmes, en effet, avoir entamé ce changement. Donc, ce qu'a dit M. Druon est extrêmement important. Et puis, on envoie beaucoup d'entreprises sur notre territoire qui ont envie de passer à cette transition, que ce soit une transition énergétique ou autre.
qui ont envie de pouvoir porter des démarches RSE. Donc, je pense que tous ensemble, on peut aussi échanger des pratiques. C'est ce que fait Terre de FC, mais plus on va être nombreux. En tout cas, nous, on a vraiment envie que sur ce territoire où de belles initiatives en fait sont présentes, et on le disait, hein, je le disais tout à l'heure, on a vraiment envie qu'il y ait en fait une énergie qui soit là pour pouvoir construire des projets. Donc on sera à votre écoute encore en fait sur un prochain temps, et je vous remercie vraiment de vos interventions, et j'espère que que ce webinaire vous a plu. Et on essaiera aussi avec Julien en fait de réfléchir à une suite. Merci Laetitia, merci à toutes et tous pour la qualité de ces échanges qui feront l'objet d'une synthèse écrite que nous vous partagerons dans les jours qui viennent, ainsi que le replay, bien sûr, de cette rencontre que nous diffuserons sur notre site web et celui du Grand Avignon. Je tiens également à remercier la technique, notamment Vincent et l'équipe Sans Transition, dont Stéphane, qui était avec nous à la modération, ainsi bien sûr que le Grand Avignon, notre partenaire. Et je vous invite à suivre nos actualités via notre revue Sans Transition, ainsi que notre site internet, notre newsletter pro pour les actualités professionnelles. À bientôt, comme l'a dit Laetitia, et prenez soin de vous. Bonne journée.